Excellences, Messieurs les ambassadeurs du Sénégal et d'Algérie au Cameroun, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais me plaindre du fait d'avoir été placé après l'intervention de l'auteur, parce qu'en fait, je n'ai plus grand-chose à dire. Je pense que le plus simple pour moi, c'est cet après-midi, de déclarer que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par l'auteur. Je n'ai plus rien à ajouter. Je le félicite et bonsoir. Mais si je procédais ainsi, je crois que beaucoup dans la salle me réserveraient un accueil plutôt mitigé par rapport à ma prestation. Par respect pour vous et par amour pour l'Afrique, je me dois donc de faire une note de lecture d'un ouvrage dont le titre est pour le moins intrigant. L'Afrique confisquée ou de l'urgence d'une contre-conférence de Berlin. Préface du professeur Charles Binam Bikoy, ici présent. Je voudrais, comme il est de coutume, dans un exercice de cette ampleur, de cette envergure, passer par deux figures de style habituelles. Premièrement, nous allons parler de la forme de l'ouvrage, de manière générale, et de façon assez succincte, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fond de ce travail, et en tirer juste quelques bribes de ce qui me semble important à retenir quand on lit ce livre. L'exercice le plus difficile dans une présentation de ce style, c'est que nous ne sommes pas là pour parler du livre dans son entièreté. Si nous le faisons, vous n'allez plus l'acheter. Nous sommes là pour vous montrer pourquoi vous devez l'acheter. Quel intérêt vous avez à acquérir cet ouvrage. C'est ça notre rôle. Donc ne nous trompons pas d'exercice. Nous allons revenir après peut-être pour en discuter dans le fond, mais nous devons vous faire comprendre que c'est un livre dont vous ne pouvez pas vous passer. Avant de sortir de cette salle, prenez-en un exemplaire. Vous aurez rendu service à la cause de l'émancipation culturelle de l'Afrique. L'Afrique confisquée ou l'urgence d'une contre-conférence de Berlin. C'est un ouvrage qui s'étale sur 310 pages qui sont subdivisées en deux parties. La première qui comporte 2 chapitres et la deuxième, curieusement, un seul chapitre. L'introduction par une préface scintillante, et je pèse mes mots, du professeur ici présent, Charles Binam Bikoy, qui fait une mise en bouche extraordinaire. Il revient sur la notion de débéatinisation. Je crois que c'est un idéologie dont il assure la paternité. Nous devons également, en tant qu'Africains, inventer des concepts, créer des néologismes, mettre sur le terrain de la pensée intellectuelle des idées propres à nous, afin de cesser d'être enfermés et encerclés dans un monde que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas imaginé et que nous n'avons pas voulu. C'est ça le grand drame de l'Afrique aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé de développement. Nous n'avons jamais parlé de colonisation. Ce n'est pas nous qui avons parlé de l'émergence. Tous ces concepts ne sont pas créés par nous. Donc, quand il y a des néologismes comme ça, il faudra les prendre au sérieux et commencer à les compter sur. Le livre est donc de 310 pages, comme je l'ai dit, et le premier chapitre, après l'introduction, c'est l'histoire de l'intégration régionale et de la répartition de l'Afrique. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de travailler sur cette thématique, ce qui intéresse surtout le lecteur ici, c'est la qualité de la précision et des informations qui sont fournies.
Il y a beaucoup de choses que naturellement je connaissais bien, très bien, mais il y a aussi certaines informations que j'ai découvertes à la lumière de ce premier chapitre. En réalité, il revient sur les groupes de Casablanca, le groupe de Monrovia, et nous parle également de tout ce qui explique pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils n'ont pas prospéré. Ça, c'est très important. De savoir pourquoi, à la fin, nous sommes restés dans un status quo assez gênant. Ensuite, le chapitre 2 parle des institutions internes et externes à la promotion du panafricanisme. Nous revenons sur le terme panafricanisme parce que ce n'est pas un terme galvaudé, contrairement à ce qu'on croit. Le panafricanisme est de saison et est aujourd'hui de rigueur. S'il y a un moment dans le temps de l'histoire de l'Afrique où il faut revaloriser le panafricanisme, c'est maintenant. Le rapport de force culturel, intellectuel, moral, éthique dont se promeut le panafricanisme ne peut pas être plus important à être basculé qu'aujourd'hui. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire du monde. Nous sommes au carrefour d'un basculement réel entre les anciennes puissances qui se croyaient inattaquables, qui se croyaient intouchables, mais qui aujourd'hui réalisent bien que le roi est nu. L'Afrique s'en aperçoit. La Covid l'a prouvé, et aujourd'hui, je pense qu'avec les événements de Russie et d'Ukraine, cela est une évidence de plus en plus claire. Ce basculement aura lieu quand nous aurons été davantage conscientisés. Ce livre vient à point nommé. Ce livre vient au moment M, où la conférence de Berlin est prise comme l'un des indicateurs, justement, d'une focalisation d'une Afrique inventée par l'autre, créée par l'autre, et dans laquelle nous vivons comme si c'est nous qui l'avions voulu. Ce livre est donc une remise en cause de cette notion et de cette normalisation anormale. Le deuxième chapitre parle donc des institutions internes, telles que les conférences économiques régionales, les comités, les communautés économiques régionales, très en vogue à Addis Abeba. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que tous ces débats sont aujourd'hui évanescents. Je voudrais vous signaler qu'en 2010, l'Union africaine a convoqué 12 d'entre nous. 12. Je n'étais pas ici. Pour revoir la transformation de l'Union africaine en autorité africaine. Il s'agissait de créer des secrétaires d'État africains qui seraient donc au-dessus des ministres actuels, auraient donc la capacité et l'autorité politique pour les convoquer dans des réunions. Ce travail, je dois vous dire, a été terminé. Novembre 2010, sous l'impulsion de l'inévitable Muammar al-Kadhafi. Et je suis au regret de dire qu'il ne sera pas de sitôt ravivé. Donc, quand cet ouvrage paraît aujourd'hui, il remet en cause les fondamentaux de notre subordination. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet ouvrage. Les institutions dont il s'agit sont, bien sûr, relèvent du domaine de l'intégration, mais il y a des institutions techniques auxquelles fait allusion l'auteur. Comme par exemple, dans le domaine du phytosanitaire, il revient sur la création de ces instances phytosanitaires qui ont connu une grande réussite en Afrique. Mais en commençant en 1951 pour ce qui est de l'Afrique, et après 1967, quand a été transféré à Yaoundé, justement, pour le compte de l'OUA,
l'organisation phytosanitaire panafricaine. Il y a donc des succès. Mais moi j'appelle cela l'OUA technique. Et cette OUA technique n'a pas été suffisamment abordée ou étudiée. Ce qui omnibule la plupart des Africains, c'est l'OUA politique. Caviar, champagne et discours. Voilà l'image de l'OUA politique. Mais à côté, il y a quand même une OUA technique. Donc peut se prévaloir une institution comme le CERDOTOLA. Parce qu'en fait, nous allons le voir tout à l'heure, ce travail revient sur un format intéressant et sur les défis qui interpellent notre continent. Et ça, c'est le chapitre 3 qui s'intitule « Plaidoyer pour la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ». Ça, c'est un des plaidoyers. Ensuite, il y a la SDCAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Ensuite, il y a un ensemble d'autres, dont vous verrez la liste dans le livre. Mais je voudrais m'appesantir sur le problème du Conseil de sécurité. Nous sommes des universitaires, donc nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout avec l'auteur, par exemple. L'auteur pense que le Conseil de sécurité est un contexte idoine pour matérialiser la force de l'Afrique. Il se trouve que je ne partage pas tout à fait ce point de vue, monsieur l'auteur. Je crois qu'il est temps pour l'Afrique d'avoir une stratégie de contournement. La première fois qu'on met sur pied une commission, entre guillemets, pour voir comment est-ce qu'on peut transformer le Conseil de sécurité, c'est 1974. J'ai du mal à croire, mesdames et messieurs, que depuis 1974, on n'a toujours pas trouvé la clé pour transformer le Conseil de sécurité. Ce que je vais dire maintenant, c'est justement pour donner du grain à moudre, monsieur l'auteur, à votre livre, pour inciter la discussion, la conversation et les échanges. C'est ça l'objectif d'un ouvrage comme celui-ci. Nous ne sommes pas dans la pensée unique et dictatoriale. On a le droit d'avoir une convergence, on a le droit d'avoir des divergences. En réalité, dans l'approche occidentale, le Conseil de sécurité est l'instrument par excellence de la force militaire. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire de la violence, c'est l'histoire de l'accaparement par force et des cultures, et des personnes, et des biens. C'est ça l'histoire que nous avons vécue en tant que victimes. Demander à l'approche réaliste des relations internationales de se défaire du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'aspect militaire, est une quasi-impossibilité. Moi, si j'étais la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, je ne ferais entrer personne au Conseil de sécurité. Et c'est ça qui est logique. Personne. Je garderai pour moi les prérogatives du Conseil de sécurité tant qu'elles me permettent de faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Il convient donc, de mon point de vue, de créer un Conseil de sécurité alternatif qui ne repose nullement sur la puissance basée sur la force brute, la force aveugle dont nous avons été les premières victimes. Et je pense que c'est à cette étude que moi à laquelle je proscris davantage. C'est-à-dire, quelle est l'alternative en matière de rapport de force? Le maître mot ici, c'est le rapport de force. Comment créer un rapport de force alternatif qui se déjoue du Conseil de sécurité, mais qui en impose au Conseil de sécurité? Moi, c'est mon point de vue par rapport à votre problématique. Je suis assez nouveau. Cependant, je suis entièrement d'accord avec l'auteur quand il dit que le congrès de Berlin est une épine
dans notre histoire. Pourquoi? Le congrès de Berlin, c'est 84 000 kilomètres de frontières, tracées à 60% par deux pays, la Grande-Bretagne et la France. 60%. Aucun Camerounais qui aujourd'hui se batte pour dire je suis francophone, je suis anglophone. Aucun n'était là. Le Conseil le tracé des frontières est responsable de 70% des conflits en Afrique entre 1960 et 1979. 70% des conflits. Et des morts en millions de personnes. Donc c'est quelque chose de sérieux. Quand on parle du drame de Berlin, ce n'est pas un amusement, monsieur l'auteur. C'est un sujet très sérieux. Et quand vous appelez à une contre-conférence, de mon point de vue, c'est à juste titre. Une contre-conférence parce que Berlin est la matérialisation de l'extériorisation de l'Afrique dans son incapacité à prendre son destin en main. C'est ça Berlin. Berlin, c'est un fait accompli, imposé, malheureusement, accepté et défendu par les Africains, plus avocats de la cause du maître que le maître lui-même. C'est ça le problème. Chaque fois que nous avons tenu des conférences devant des auditoires africains, où nous avons dit que nous plaidons pour une Afrique digne, juste, libre et indépendante, la première personne ou les premiers groupes à nous dire que professeur, vous êtes un tout rêveur, ce sont les Africains. Là est le rôle de l'éducation. Et je pense que ce rôle de l'éducation est fondamental. Fondamental. La SLECAF que vous décrivez dans cet ouvrage, à la page 175, plus exactement, est la bouée de sauvetage de l'Afrique. Mais où l'enseignons-nous? À qui l'enseignons-nous? Et comment l'enseignons-nous? Hélas, 3 fois hélas, pas grand-chose. Et dit-tu la SLECAF, c'est aussi le rôle du CERDOTOLA. Les langues africaines. L'accompagnement pour une intégration continentale ne pourrait se faire en chinois, ni en japonais, encore moins en turc ou en russe. Il n'y a pas d'exemple d'un continent ou d'une civilisation qui ait émergé dans la langue des autres. Si oui, laquelle? Quand on parle d'intégration continentale, nous devons l'accompagner d'un package d'une langue africaine transcontinentale, comme un projet politique et culturel en même temps. Pourquoi apprenons-nous l'azerbaïdjanais avec plaisir? Parce qu'on nous dit qu'à la fin de notre formation, nous aurons un visa pour l'Azerbaïdjan. C'est triste, c'est malheureux et c'est pathétique. Les Africains ne veulent pas apprendre d'autres langues d'Afrique, mais ils sont les premiers à apprendre les plus saugrenus qu'il y ait, dès lors qu'on leur dit qu'ils partiront pour un éventuel Eldorado qui n'existe nulle part ailleurs. Je voudrais donc féliciter l'auteur qui a parlé de la SLECAF, mais qui nous a aussi quand même parlé des 5 instruments qui sont venus avec le package. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Notamment les règles d'origine, la liste des concessions tarifaires, mais quelque chose qui va beaucoup intéresser, c'est la plateforme panafricaine des paiements électroniques. Très important. Sinon, ce ne sont que des discours. Comment allons-nous concrètement acheter des biens et des services au Mozambique, au Botswana, en Algérie, à partir du Cameroun? Comment allons-nous faire concrètement? Une fois que les discours sont passés, il faut que les technologues, les techniciens, les ingénieurs se mettent au travail. Et je pense que ce que nous dit le livre est très intéressant à ce sujet. Le CERDOTOLA a parlé d'un pacte africain du développement pour l'émergence par les traditions, le PALETRA. Je crois que c'est bien ça.
nous devons prendre ces idées très au sérieux. La technologie africaine, sociale, explique pourquoi nous sommes encore en vie aujourd'hui. Parce que si nous prenions les exemples de la Banque mondiale, nous serions tous morts aujourd'hui. Parce que d'après eux, est pauvre toute personne qui a 2 dollars en poche. Et très pauvre toute personne qui a 1 dollar en poche. La plupart des Africains n'ont ni 2 dollars, ni 1 dollar en poche. Nous sommes là. Grâce à notre technologie sociale d'entraide et de solidarité. Et le panafricanisme renvoie à la solidarité des peuples éprouvés et émasculés. C'est ça qu'il s'agit effectivement. Alors, je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à prendre possession de ce livre. Parce qu'il nous révèle, dans l'entre-deux lignes, un certain nombre de choses. Je ne sais pas si l'auteur lui-même, vous savez, quand vous écrivez un livre, d'autres y voient des choses que vous ne voyez pas. C'est ça le mystère de l'écriture. Donc moi, je vais lui dire ce que je vois. Peut-être qu'il les a vus, peut-être qu'il les a pas vus. Je vois une redéfinition de la notion de pauvreté et de richesse par nous-mêmes. Qui est riche et qui est pauvre? Mesdames et messieurs, c'est loin d'être une évidence. Est-ce qu'un continent, et je lis à la page 268 de l'ouvrage, qui a 97% du cuivre mondial, 80% du coltan, 97% du coltan mondial se trouve chez nous, et de manière plus claire encore en RDC. 50% du cobalt mondial de la planète se trouve chez nous. 23% d'uranium et de phosphate. 32% de manganèse. 41% de vanadium. 49% de platine. 60% du diamant mondial. Et 14% de pétrole. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous pose la question de savoir, si vous avez tout ceci, vous êtes pauvre? Qui définit la pauvreté et la richesse? C'est vous. Pas du tout. Donc, ce que nous apprenons, c'est que quand vous avez des feuilles de papier qui s'appellent dollars et euros, vous êtes riche. Mais quand vous avez le platinum, le diamant, le cuivre, l'or, le bois, si on a laissé tout ça de côté, non, vous êtes pays pauvres, très endettés. Donc, la conviction des concepts nous a totalement échappé et il s'agit de nous inviter aujourd'hui à reprendre le commandement dans la conception des concepts, la confection des concepts. Je voudrais terminer en disant que jusqu'à présent, le véritable obstacle à notre émancipation morale, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre. On peut accuser les autres. On peut revendiquer en extériorisant le mal. Mais on aurait pu le faire il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais 60 ans après les indépendances, la question qu'on doit se poser est simple. Peut-on être en voie de développement pendant 60 ans? Aucun continent n'a ce record. Chine, 25 ans, 60. Le Japon, qui a été victime de Hiroshima, 4 août 1945. Nagasaki, 6 août 1945. 20 ans plus tard, 1963, troisième puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et pourquoi acceptons-nous l'inacceptable? 60 ans après les indépendances, nous sommes encore en voie de développement. C'est ça que nous devons dénoncer pour nous-mêmes. Pas contre quelqu'un. Moi, je ne suis pas pour ça. Ce sont les autres qui sont responsables. En partie, c'est vrai. Mais de plus en plus, avec le temps qui passe, c'est nous-mêmes qui devons nous poser des questions sur notre propre équilibre mental. Nous en sommes là. Donc, le rapport de force changera. Comme j'ai dit aux jeunes de la RDC,
que j'ai eu l'honneur et le privilège de voir dans leur campus. Je leur ai dit, la guerre en RDC est une guerre sans fin. Ils ont sauté dans leur siège. J'ai dit, elle est sans fin. Tant que vous n'allez pas décider d'y mettre fin. Ceux qui fournissent les armes et qui s'enrichissent de cette guerre ne l'arrêteront jamais. Donc c'est à vous de décider qu'à partir de la semaine prochaine, nous arrêtons cela et ça va s'arrêter. Donc le soi-disant développement de l'Afrique est une décision africaine qui doit être prise par les Africains, pour les Africains, et non pas contre quelqu'un. Même si on nous dit qu'on croit que c'est contre quelqu'un, c'est d'abord pour nous. C'est pour ça que ce livre, L'Afrique confisquée, ou de l'urgence d'une contre-conférence de Berlin, est un appel à l'auto-conscientisation de l'Afrique, et c'est un pavé dans cette mare. C'est comme ça que je vois ce livre. Et je tiens à féliciter son auteur, et surtout à vous prier de ne pas sortir de cette salle sans en accueillir un exemplaire. Je vous remercie. Je vais donner